généraliste, chargé de développement à l'ARACT, chef du service de psychologie et psychiatrie au CHU. Merci d'être là, vous nous apporterez évidemment votre éclairage ce soir. Et puis une autre invitée intervient avec nous pour cette émission, mais elle intervient de façon anonyme. Bonsoir Sylvie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Le burn-out, vous ne connaissez que trop bien pour être passé par là et vous nous raconterez ce que vous avez vécu. Alors avant d'échanger tous ensemble, je vous propose de découvrir ce reportage d'Aurélie Treuil. Il nous situe dans les grandes lignes ce fameux épuisement. Regardez. Fatigue chronique, insomnie mais aussi douleurs physiques, ce sont quelques-uns des symptômes de l'épuisement professionnel. Le fameux burn-out touche principalement les travailleurs soucieux de réaliser de bons résultats. Trop d'engagement, puis vient la combustion totale des ressources physiques et psychiques. Aucune profession n'est épargnée, comme dans le tourisme par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai quitté mon emploi par rapport à ça. 14 ans de service dans la même boîte où finalement ça n'évoluait pas. On ne te propose absolument rien pour évoluer. Le salaire toujours le même. Mais aussi chez les commerciaux. Le système de management était vraiment très, entre guillemets, répressif, quoi. Et dès la moindre petite anomalie au niveau du chiffre, c'était mail, c'était engueulade, c'était coup de téléphone sans arrêt, quoi. Chez les agents en milieu scolaire. Plus ça va, plus ça devient difficile. Il nous manque du monde dans les écoles. On arrive à travailler sur un poste de 2-3 personnes et c'est vrai, en fin de journée, on se sent vraiment épuisé. Chez les agents de surveillance de la voie publique. Souvent la pression des gens, parce que bon, on donne des PV, hein, il faut pas se leurrer. Et voilà, on est souvent agressé et la pression de la hiérarchie. Ou chez les cadres de la fonction publique. Quand on a conscience de son job, on rentre dans quelque chose de performant. Et on donne. Et plus on donne, plus on sent qu'on a quand même ce stress. Le burn-out, un syndrome identifié dans les années 70. Et depuis 20 ans, la fréquence des problèmes de santé au travail augmente. En cause, un monde professionnel en mutation dans les pays industrialisés, avec par exemple des techniques de management poussant à la compétitivité et un emploi de plus en plus précaire. À bout de force, certains travailleurs s'effondrent dans le cabinet de ce médecin du travail. La compétition entre collègues, ça n'existait pas trop avant. Et maintenant que ça rentre en ligne de compte, les gens ne savent plus quoi faire. Donc, ils sont obligés de se booster pour travailler différemment. Et on perd le sens du travail, enfin le sens du métier, je dirais plutôt. Et donc, arriver à un point où ils ne savent plus où ils en sont. Le diagnostic du burn-out est souvent difficile à établir pour les médecins, tant les symptômes sont multiples et les patients récalcitrants à s'arrêter. Bonsoir, docteur Rika Ayot. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux. Vous, en tant que généraliste précisément, êtes le premier interlocuteur lorsque quelque chose ne va pas. S'agissant de cet épuisement professionnel, comment les choses vous sont généralement présentées ? En général, les patients arrivent ils ne viennent pas pour un épuisement professionnel. Ils viennent pour des autres symptômes qui sont un signe d'appel et sur lequel il faut décrypter. Donc, en général, on vous explique qu'on est fatigué, on a des plaintes somatiques. Et c'est quand on demande qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, qu'en fait, il y a toujours un sentiment de repli où les gens n'osent pas expliquer que dans leur travail, il y a une compétitivité, qu'ils se sentent pas forcément à la hauteur. Et souvent, il y a trop de travail. Donc, au contraire, c'est souvent une addiction au travail. On essaie de travailler plus pour montrer qu'on est d'autant plus performant. Et ça masque les symptômes. Donc, il y a je dirais une addiction au travail avec des plaintes somatiques. Et on vient pour un motif. Et c'est en creusant un petit peu dans l'interrogatoire, quand on interroge son patient, qu'on l'examine, que finalement, ils disent, en ce moment, oui, je suis fatiguée, à la maison, ça va plus, j'ai plus d'envie. Et ça se ressent sur son environnement familial et avec un sentiment de mal-être. Donc clairement, il n'est pas capable de nommer son mal, hein, c'est bien ça. Déjà, c'est difficile à l'identifier. Donc, il trouve d'autres prétextes en disant d'autres mots. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un d'admettre qu'au travail, ça ne va pas. Et qu'on est en burn-out, souvent c'est masqué. Donc on trouve d'autres prétextes pour aller mieux. Et en général, on travaille encore plus et on se met dans une situation encore plus difficile. Professeur GL, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes chef du service de psychologie médicale et de psychiatrie du CHU. Médicalement, une distinction est faite entre dépression et burn-out. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Alors, le burn-out, au départ, a été considéré pour les métiers dits métiers d'aide. Ça veut dire tous les métiers, comme par exemple les professions de santé, les infirmiers, les médecins, qui sont dans une démarche d'engagement personnel particulier pour aider une autre personne. Et c'est ce qui engage le plus le niveau de nos propres émotions lorsqu'on est confronté à la détresse des autres. Et la détresse de la maladie est une détresse considérable en termes d'impact sur une autre personne. Et le burn-out a été au départ défini autour d'une conception qui mettait en valeur un décalage entre, en particulier, l'investissement personnel, l'accomplissement personnel, et puis progressivement un épuisement, notamment un épuisement émotionnel, lorsqu'il y a une saturation en termes de réaction émotionnelle. Et notamment dans les métiers de la santé, ça va conduire à une déshumanisation de la relation avec l'autre, puisque je n'en peux plus. Ce qu'on va percevoir comme une distance, en fait. Exactement. Oui. Une distance et qui va devenir même pénible pour l'interlocuteur, qui est une façon de se protéger aussi des émotions de l'autre en le mettant à distance, en voulant plus l'écouter. Ça peut apparaître comme de l'irritabilité. Et là, on est sur un phénomène, si on le laisse évoluer, il va constituer le terrain au développement d'une dépression. Mais c'est deux choses différentes. Au départ, c'est vraiment dans le comportement, dans la façon de faire face au contexte professionnel, notamment à cette dimension émotionnelle, que cette désorganisation va pouvoir induire une souffrance personnelle avec un stress qui sera de plus en plus pénible pour la personne. Et c'est là que la dépression va apparaître et va envahir l'ensemble des composantes de la vie. Très bien. À vos côtés, Sylvestre Labo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue du travail, également chargé de développement à l'ARACT Martinique, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Pardon, excusez-moi. Est-ce que l'on fait un burn-out lorsque l'on n'en a que faire de son travail? Je pense que les personnes, en fait, et le dira, le confirmera, les personnes qui tombent dans un burn-out, je dirais le syndrome du burn-out, en général, ce sont des personnes qui sont très engagées dans leur travail. Donc, en fait, elles veulent toujours très bien faire leur travail. Elles se donnent à fond, elles sont fortement engagées. Et je parle d'engagement, ce n'est pas de l'implication simplement. En général, tout le monde s'implique dans son travail. Mais là, il s'agit de personnes qui sont très engagées.